Quand j'ai dit que je partais en expédition, faire du stop dans les montagnes des Balkans, on m'a dit que j'étais fou. Alors j'ai eu encore plus envie de partir. Le but de cette expédition, c'est d'aller en immersion, fouler les sentiers les plus méconnus et sauvages d'Europe, au travers des Alpes dinariques et territoires d'ex-Yougoslavie. Dans une zone chargée d'histoire, encore victime de sa réputation et de son violent passé. Afin de me faire ma propre idée. Et quoi de mieux pour avoir une vue d'ensemble que de prendre un peu de hauteur, de monter sur le toit des Balkans. J'ai déjà fait la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et une partie du Monténégro en stop il y a environ 6 mois. Alors cette fois-ci, la zone qui m'intéressait, c'était ces petits pays des Balkans du Sud, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et le Kosovo, tous parmi les territoires les plus reculés d'Europe. Le but de cette expédition, c'était littéralement de monter sur le toit des Balkans, c'est-à-dire sur le point le plus haut de chaque pays. L'idée était donc de partir de la ville de Podgorica, capitale du Monténégro, puis de rejoindre et de gravir le Bobotov Kuk, point culminant de ce dernier. Il faut savoir que dans cette région du Monténégro, appelée les Dolomitori, se cache discrètement, encore à l'abri des touristes, le deuxième canyon le plus profond au monde, après le Grand Canyon des États-Unis, le canyon de la Tara. Une petite rivière turquoise de quelques mètres de large, piégée par des parois rocheuses de plus de 1400 mètres de haut de chaque côté. Un paysage lunaire dont j'avais entendu parler avant ce projet. Et je pouvais clairement pas passer à côté sans l'explorer. Alors la deuxième étape de cette expédition, c'est le canyon de la Tara. Ensuite, on part pour le Kosovo et l'ascension du Jilavica, plus haut sommet du pays. Cette partie est clairement le passage le plus sensible du voyage. Le Kosovo est le pays le moins visité d'Europe. Il est considéré comme la poudrière des Balkans et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Tout ce qu'on savait, c'est que les conflits armés sont concentrés dans le nord du pays, proche de la frontière avec la Serbie. On a alors pris soin de rester dans le sud du pays et de ne pas s'éterniser là-bas. Pour terminer, on part en Albanie, pays le plus pauvre d'Europe, pour l'ascension du sommet appelé Montagne du Diable, point culminant de l'Albanie, point culminant de la Macédoine du Nord et point culminant de cette expédition. On revient ensuite tranquillement à Podgorica en passant par la côte avant de rentrer en France. Tout ça bien sûr, en stop ou à pied, sans ne payer aucun moyen de transport ni hébergement. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Allez, on est parti, je vous emmène. Ouais, attendez, je crois que je vous dois quelques explications là. Ok, en fait, même là, faut que je vous explique. Pour faire court, on a atterri hier soir à 23h à Podgorica. Et Motsa, un ami monténégrin que j'ai rencontré pendant mon dernier voyage en stop, est venu nous chercher à l'aéroport. Il nous héberge pendant 2 jours dans la maison traditionnelle de son père, au milieu des montagnes du parc naturel des Dolomitori. Il monte aussi le premier sommet avec nous. Et là, on est le lendemain matin et on s'apprête à partir pour la première ascension. Alors ça y est, on y est pour de vrai. J'adore ce moment du voyage. Le moment où ça commence enfin, où tu passes de la préparation au terrain, de Google Maps à la vraie vie, et de ton bureau au milieu des montagnes. Avant de partir pour ce voyage, j'avais des gros doutes. Est-ce qu'on allait y arriver ? Est-ce qu'on allait être capable ? Est-ce qu'on allait avoir le temps ? Est-ce que la situation politique va permettre de passer les frontières ? Ou encore est-ce que le stop va fonctionner ? Il y a tellement d'incertitudes, tellement d'éléments qui ne dépendent pas de nous. Et à la fois, j'ai appris que le doute va de pair avec l'aventure. Et que finalement, c'est aussi un peu ce qu'on est venu chercher ici. Alors c'est plutôt bon signe. Where are you? Come on! Oh, you are crazy dog. You go on Bobotov Kuk? Ok. Alors, on a commencé l'ascension du Bobotov Kuk avec notre ami du Monténégro. On vient de commencer, le sommet c'est le petit
pic, je sais pas si je vais réussir. Le plus haut des pics qui se trouve là-bas. Alors, pause. Celui-là, c'était pas du tout le vrai sommet. Et en fait, on devait passer derrière ça pour ensuite apercevoir le vrai sommet qui était beaucoup plus loin. Mais bon, ça, je le savais pas encore. On est parti il y a à peu près 1 heure. Il doit nous rester, je pense, 3-4 heures d'ascension. Et voilà. On est reparti. Ok, on continue sur le chemin du Bobotov. Le sommet il est dans 2-3 heures je pense. Et là on doit redescendre tout ce qu'on a monté, on descend pour monter jusque tout là-haut au sommet du Bobotov. Donc là on entame la dernière descente avant l'ascension finale. Voilà. On est au dernier col avant l'ascension du sommet, ascension finale. Il nous reste quelque chose comme 300 mètres de dénivelé. C'est juste en haut du rocher là-haut. Là on est vraiment sur le plus haut col du Monténégro. Il nous reste je pense 1 heure pour arriver au sommet. Et on pourra dire qu'on a fini le premier sommet. Bientôt 1 sur 3. On l'a fait. Premier sommet, c'est la petite pyramide là-bas. On savait que ce sommet était un peu entre guillemets un échauffement pour la suite. Déjà parce que Mozza nous y conduit et nous ramène, alors que les prochains, faudra y aller en stop. Mais aussi parce qu'il est balisé et quand même assez fréquenté. L'ascension est très exigeante, aussi bien techniquement parce que c'est très rocheux et assez engagé, avec de nombreux passages où le croisement n'est pas possible, que physiquement parce qu'il faisait juste 38 degrés. Et même si j'ai pas eu ce sentiment d'aventure et d'exploration que je suis venu chercher, j'en garde quand même de très beaux souvenirs, des paysages à couper le souffle et de superbes rencontres. Et surtout, je pense que cette ascension était nécessaire, afin de nous remettre dans le bain, de préparer nos corps pour la suite de l'aventure, et de démarrer l'expédition progressivement. Yeah, go. Bon, c'est la fin d'une grosse journée. La première est toujours épuisante. Et je ne compte plus le nombre de fois où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Ça aussi c'est plutôt bon signe. Après une bonne douche froide à l'eau de pluie, on va se coucher. En tout cas, l'aventure a bel et bien commencé. Et j'ai hâte d'être demain, parce qu'on part pour une étape que j'attends depuis très longtemps, et que je n'avais pas pu faire pendant mon dernier passage au Monténégro par manque de temps.
Alors demain, c'est la revanche. L'exploration du deuxième canyon le plus profond au monde. Le canyon de la Tara. Bon, après une bonne nuit de sommeil, deuxième jour et déjà deuxième étape. Il faut savoir que le village de Little Tsanagora est inaccessible en hiver à cause de la neige sur la seule route qui mène à la ville. Alors les rares habitants qui restent ici vivent en autarcie, ce qui signifie que, à quelques exceptions près, tous les produits que l'on consomme sont issus de l'élevage, des cultures ou tout simplement du savoir-faire des habitants. En tout cas, Mozza m'annonce qu'il va nous préparer un bon petit déjeuner comme ils le font ici, pour avoir des forces pour le canyon. Mais juste avant ça, tout le monde nous aide pour faire notre point topo itinéraire pour la suite du voyage. And go off Rožaj to Ribače. This is in the Kosovo. Yeah, posle granice. Ne, ti se vrati gore, brate. On a donc fait la connaissance du père de Mozza, et j'ai eu un coup de cœur pour ce monsieur. Malgré son vécu et son visage dur, c'est un personnage très attachant. On ne parle pas un mot de serbo-croate, et il ne parle pas un mot d'anglais, mais c'est comme si on arrivait à se comprendre. Pour l'anecdote, pour passer le temps durant l'hiver, il écrit des comptines pour enfants. Il nous a même offert un de ses recueils. Energy with this sound, you know. Ja prošetak ranije pokraj vodedine, da ja vidim Milicu, da ne stoji s kime. Dobri smo! Tell me slowly, man. Après la Tara,
Moza nous propose d'aller explorer un lac asséché pas loin d'ici. Alors on y va. À ce moment-là, Pierre me fait part de ses doutes quant à la réussite de l'expédition dans les temps. Le timing va être vraiment short. Il faut impérativement qu'on soit revenu à Podgorica dans une semaine. Une semaine pour faire 3 pays, près de 1000 km de stop et gravir 2 sommets dans des zones d'une extrême ruralité et de fortes tensions politiques dont on n'a que très peu d'informations. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé un seul témoignage de personnes qui avaient déjà fait du stop dans les montagnes du Kosovo. Et à la fois c'est normal. C'est exactement pour cette raison qu'on le fait. Alors certes, c'est une expédition ambitieuse. Mais si tout le monde l'avait déjà fait, et que j'étais certain de réussir, je ne partirais pas. Personnellement, je vois ces doutes comme le prix à payer. Pour fouler les sentiers les plus reculés. Oser faire les choses que les autres ne font pas. Pour vivre plus qu'exister. Ce qui m'a marqué, c'est que dans ces montagnes, les gens sont simples et à la fois, rien qu'en les regardant, on comprend qu'ils ont une histoire chargée. On peut lire sur leur visage les hivers passés. Ils ont tous fait la guerre pour leur pays et pourtant, ils montrent tous une immense fierté et un grand sourire en nous voyant arpenter leur village avec ma caméra. Faut dire qu'ils ne doivent pas avoir l'habitude. Good food. Ça faisait alors 2 jours qu'on avait quitté Paris. Et j'avais l'impression d'être parti depuis des semaines. Déjà tellement de choses de vécues, de personnes de rencontrer, d'émotions et de découvertes. J'avoue que cette balade m'a permis de mettre pause, l'espace d'un instant. De réfléchir un peu à tout ce qui venait de se passer. À tout ce qu'on venait de vivre. De redescendre sur Terre pour commencer à envisager la suite du voyage. Parce que oui, d'ici moins de 12 heures, on part en stop pour le Kosovo. Et jusque-là, j'avais du mal à réaliser l'ampleur de la tâche. Thank you, Dorao. Le stop avait pourtant super bien commencé. Après que notre ami du Monténégro nous ait laissés, on a littéralement été pris en stop par la première voiture qui passait. Mais rapidement, on s'est retrouvé ici. Bloqué depuis plus d'1 heure sous le soleil, avec aucune voiture qui passe dans notre sens. Et le stress qui commençait vraiment à monter. Le stop, c'était vraiment la plus grosse source d'incertitude du voyage. Avant de partir, on savait pas du tout à quoi s'attendre, ni même si en fait on allait juste pouvoir rallier les différents sommets. Alors à ce moment-là, j'avoue qu'on a pris un vrai coup de pression. Mais heureusement, le drapeau français nous a sauvés et un couple de Parisiens s'est arrêté en le voyant. Par la suite, les stops se sont enchaînés sans grande difficulté. On s'est rapidement retrouvés dans les campagnes assez pauvres du Monténégro, aux paysages gris et aux aires de banlieue russe, où le temps semble s'être arrêté il y a quelques années, et où tout paraît comme abandonné.
Svake noći prije zore dolazi u njene dvore, bile dvore moje pokore. Et puis de stop en stop, de rencontre en rencontre, au fil de la journée, on s'est retrouvé à la frontière du pays qu'on redoutait le plus, et pour lequel finalement on était venu jusqu'ici, la poudrière des Balkans, pays le moins visité d'Europe, le Kosovo. On nous avait prévenu, Kosovo is the jungle, dis-je lisant ici. On nous parle de mafia, d'une des plus grandes plaques tournantes de drogue et de trafic en tout genre d'Europe, une espèce de zone de non-droit, avec un taux de criminalité extrêmement élevé. 2 semaines avant notre arrivée, une nouvelle guerre a fait éclater dans le nord du pays, où se trouvent actuellement des soldats américains, slovènes, italiens et j'en passe. Par conséquent, pour des soucis évidents de sécurité, on a pris soin de rester dans le sud du pays et de ne pas s'éterniser ici. On va au sommet, on le monte et on quitte ce pays. Alors dit comme ça, ça avait l'air facile. Mais en fait, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Le sommet qu'on est venu monter, c'est le Jelavica. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Il est situé à la frontière entre le Kosovo, le Monténégro et l'Albanie. Il est assez connu pour son ascension du côté albanais. Enfin, assez connu, je parle pour les sommets du coin, parce qu'après pas mal de recherches, il y a quand même très peu d'infos. Mais bon, j'avais lu que l'ascension était balisée, donc j'ai pas réfléchi. Le problème, c'est que personne, absolument personne ne le monte du côté Kosovo. Les gens de ce pays ont d'autres occupations que de grimper sur le point le plus haut. Et il n'y a aucun touriste. La seule info sur le sommet qu'on a, c'est départ de la ville de Dečani. Du coup, on s'est rendu à la ville de Dečani et on a marché vers les montagnes. Ce qu'on savait pas à ce moment-là, c'est qu'on était à plus de 3 jours de marche du sommet, alors qu'on pensait être à quelques heures. Alors on a commencé à marcher une bonne partie de la nuit à la frontale, histoire de s'avancer. On a d'ailleurs croisé quelques personnes sur le chemin qui nous ont dit attention aux ours, qui sont encore très nombreux dans ces territoires reculés. Alors pas de quoi nous rassurer, mais bon, honnêtement, j'y croyais pas trop. Jusqu'à ce que Pierre me réveille à 4h du matin en me disant frérot, il y a un ours juste là, c'est-à-dire à 15 mètres du camp. En même temps, on avait laissé la bouffe en évidence. Le lendemain matin, toujours aucune trace du sommet, et pas du tout l'impression d'avoir avancé. On a alors décidé de faire du stop au milieu des montagnes. Et contrairement à ce qu'on croyait, il existe une vraie solidarité, un vrai esprit montagne, qui fait que, même s'il y a que très peu de passages, si une voiture passe, elle s'arrête. En fait, les gens là-bas savent qu'il y a justement que très peu de monde, et que si eux ne nous aident pas, personne ne le fera. Alors ils le font. Et finalement, après toutes ces péripéties et tous ces doutes, on arrive enfin au pied du Jelavica. Et là, comme si la montagne faisait tout pour ne pas être gravie, un gros orage éclate. Le tonnerre gronde et le sol tremble sous nos pieds. On monte un camp de fortune en vitesse pour se mettre à l'abri. Et on se retrouve là, bloqué au fin fond des montagnes du Kosovo, sous la pluie qui frappe la toile de tente, entre calme et chaos, entre ciel et terre. C'est dans ces moments qu'on réfléchit le mieux. Et puis il faut bien passer le temps, alors j'écris. Mais rapidement l'orage s'intensifie. Et la toile s'envole. On se bat alors contre le vent et la pluie. Et on réussit finalement à se remettre à l'abri. Et trempé, on s'endort. À mon réveil, la pluie s'est arrêtée. On décide de profiter de la fenêtre météo, qui sera peut-être la seule, pour faire un rush du sommet à vide. C'est-à-dire qu'on laisse les sacs en bas, cachés, et nous on monte juste avec l'essentiel. En gros, la trousse de secours et un peu d'eau, c'est tout. Alors c'est parti. On met un petit repère pour se rappeler de là où on a mis les sacs, et on part. Pour cette ascension, il n'y a aucun sentier, aucune carte, rien. C'est à nous de tracer notre propre route.
d'ouvrir notre voie. Alors certes, c'est beaucoup plus dur, mais c'est aussi super excitant. Parce qu'on sait que la récompense sera d'autant plus grande en arrivant en haut. Il y a toujours plus de mérite à aller contre les éléments, à remonter la rivière plutôt qu'à la descendre. Et puis, c'est ce qu'on est venu chercher au fin fond du Kosovo. Un des rares endroits en Europe où l'on peut encore créer notre propre chemin, où il est impossible de suivre la trace des autres avant nous. L'aventure, la vraie. Ok, petit point. On est en train de monter le Djeravica. Et le vent a tourné. Et les nuages sont en train de venir vers nous à une vitesse folle. Genre vraiment, on les voit avancer là-bas. Genre ils sont vraiment là dans 10 minutes. On va être en plein dedans. On va avoir une vision à 5 mètres. Je sais pas comment on va faire. Voilà. On arrive sur la dernière crête avant l'ascension du Djeravica. C'était incroyable. L'ascension, c'est un voyage à elle seule. Est-ce que là, je vais avoir la vue sur le Monténégro et l'Albanie derrière cette crête ou pas? Suspense. Est-ce que c'est une feinte? Est-ce que c'est une vraie crête? Allez. Oh putain. Oh putain. Wouhou. Wow. Albanie, le Kosovo et nous. Dernière ligne droite pour arriver au sommet. Allez mon ref. Allez, allez, j'arrive au sommet du Djeravica. Dans quelques mètres. Oh putain. Dernière crête avant la fin. Allez. J'arrive au sommet du Djeravica. Juste ici. Enfin. Wouhou. L'Albanie, le Monténégro, le Kosovo.
Crnu Goru. Da joj pokažem gdje je Njegoš zaspao, od plavoga Jadrana dah nam zastao, niđe nema ko kod nas. Da joj pokažem. Albanie, dernier pays de ce voyage. Pays le plus pauvre d'Europe et pourtant, pays où les habitants sont le plus généreux. C'est simple, même dans les endroits les plus reculés, on n'a jamais attendu plus de 15 minutes avant d'être pris en stop. On nous invitait à prendre le café presque à chaque fois. On nous a même offert le repas complet dans un grand restaurant d'ici. Les gens qui n'allaient pas du tout dans notre direction, par gentillesse et pour amour de la rencontre, nous prenaient quand même en stop et faisaient un détour. On a même fait la rencontre très touchante d'un monsieur qui nous parlait avec les larmes aux yeux de ses enfants partis étudier à l'étranger, en nous disant qu'il ne pouvait pas rester ici parce que la vie est trop dure à vivre et que même lui gagne à peine 150 € par mois en travaillant tous les jours. C'est le même monsieur qui s'est battu pour nous payer le thé. Le genre de rencontre qui ne laisse pas indifférent. Et je veux pas être celui qui fait la morale ou quoi, mais ces pays, et je parle aussi du Monténégro et du Kosovo parce qu'en réalité, on est confronté à ce genre de scène depuis le début de notre voyage. On certes un retard économique, social, politique ou ce que vous voulez, mais en attendant, en termes d'humanisme, ils ont des siècles d'avance sur nous. Enfin bref, on parle, mais nous on est presque arrivé au pied du Mont Korab. Bon, de toute façon, après le Djelavitsa, on était prêt à tout. Mais cette fois, on a eu de la chance. Le Mont Korab est l'un des sommets les plus connus des Alpes dinariques. D'ailleurs, quand on nous demandait où on voulait aller, il suffisait de dire Korab et les gens savaient tout de suite par où nous conduire. Ce sommet est une vraie fierté des Albanais. En même temps, on les comprend. Dans cette région d'ex-Yougoslavie où la cohabitation aux frontières est plus que compliquée, pouvoir dire aux voisins que c'est nous qui avons le plus haut sommet des Balkans, bah c'est quand même sympa. En tout cas pour nous, c'est super. Un accès facile, une ascension balisée. J'avoue qu'au début je me suis dit ouais, ça a l'air facile quand même pour un sommet surnommé Montagne du Diable. Alors je me suis renseigné. Et apparemment, ce surnom est dû au fait que les randonneurs, et autrefois cueilleurs et bergers, se retrouvaient dans un brouillard tellement épais en arrivant en haut qu'ils n'arrivaient jamais à trouver le sommet, et restaient bloqués là-haut comme en enfer. Bon, légende qui fait peur aux touristes, ou histoire vraie. De toute façon, on va bientôt le découvrir. Ouah gros! Wow, ok. Il est 6h43, départ pour le Mont Korab, quelque part par là. On a normalement en tout 7-8 heures d'ascension-redescente. Il y a un orage à 13h. Dernière ascension donc. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Continuer à parcourir le monde, en montant sur le point le plus haut de chaque pays, à la rencontre des habitants, à la découverte de nouveaux horizons. À chaque fin de voyage, j'ai cette petite voix qui me dit « Et si en fait je rentrais pas à la maison ? Et si je restais ici ? Et que je continuais à voyager comme ça ? Pas pour une expédition de 10 jours, hein, mais le temps d'une vie. » Bon, puis après je me rappelle que je retourne à la fac dans 5 jours, alors bon, pas cette fois. Mais bon, quand même, si un jour j'écoutais la petite voix. Bon, je sais pas si c'est nous qui n'avons pas eu de chance, ou si la légende était vraie, mais en tout cas, on ne voit pas à 10 mètres devant nous.
Alors voilà. On est à 2600 à peu près. 2650. On arrive dans 100 mètres de D+, au sommet. Mais on voit pas trop de sommet, hein. On est dans le brouillard. On sait pas où faut aller. On a 10 mètres de vision. Par où? Tout droit? 500 mètres et 100 D+. Dernière ligne droite pour arriver sur le toit des Balkans. Allez, dernier effort, dernière ascension du voyage. Let's go, hein. Dernier mètre. Avant le sommet. Dernier sommet du voyage. Mont Korab. Point culminant d'Albanie. Point culminant Macédoine du Nord. Point culminant du voyage. Toit des Balkans. En train de s'étrangler. Ah, c'est carré ou pas? C'est pas du tout carré quoi. Vraiment, ça bousille la nuque. C'est atroce. On a intérêt à boire vite, hein. Tu vas où? Midi ou 15h on est redescendu. Ouais, pourquoi pas. Si on descend à 18h, on va juste aller se foutre dans la ville. On va pas pouvoir. Angry Beer. Voilà le paysage qu'on a en face de nous. Et regardez ce que ce mec fait. Il est vraiment sur son téléphone, il en a rien à foutre. Super vacances. Merci Val pour son téléphone. Génération Z, merci. Ça va, père, t'es serein dans ton lit? Ouais, elle va me bouffer, gros. Vraiment, elle est big de ouf. Si là, elle me saute dessus et que je vois à travers l'écran de la caméra, je suis sûr que je vais sauter, gros. Ça te fait la tuer s'il te plaît. Je suis un big bonhomme, genre. Ah, t'es un big bonhomme. Je suis un big bonhomme, gros. La mère, je suis un big bonhomme. Tiens, filme. Gros, elle est plus grosse que le mouchoir, la vie de ma mère. Sur la caméra, elle paraît toute petite, mais en vrai de vrai, elle est quand même stock. Elle est juste au-dessus de mon oreiller. C'est genre vraiment pas là où elle devrait être. Ça, j'ai pas envie de la tuer. Sauve-moi, gros. Ouais, là, elle a des rayures et tout. Frère, c'est une araignée tigre. C'est une araignée tigre, la vie de ma mère, gros. Non, ça, je vois, elle a des crocs. Gros, elle se lave les dents et tout, je te jure, c'est vrai. Elle a des crocs et tout, gros. Eh, si elle fait un move. Si elle fait une esquive partielle, tout ça, je te jure que je la rattrape pas, gros. Au pire, gros, t'es le prochain Spider-Man. Dis d'un coup sec. Oh Vrai homme. Vas-y, chope là et genre va la chercher. Je te jure, elle reste là, gros. Elle va me tomber sur la gueule dans la nuit. Ah, T'as fait tomber une patte dans mon lit, gros, vraiment. c'est pas grave. Valentin qui a l'air d'avoir encore plein d'énergie à la fin de cette journée. Voilà, il fait signe que oui, en même temps c'est pas étonnant. Regardez lui, il a pas de sac. Oh, le mytho. Bah le mytho, là il y a vraiment la caméra qui montre que tu n'as pas de sac. Ok, bon. On est au dernier col avant l'ascension du sommet. Je crois le frérot il est KO, hein. Il s'est posé à l'ombre là du rocher, je crois il bouge plus, hein.
Dans les cas, je me casse pendant que tu naisses. T'es malade, Kista. T'es malade, taille de la Kista. T'es malade, Kista. T'es malade, taille de la Kista. On veut accumuler du mauve. Et on est prêt à finir dans la presse. Ces petits ont kiffé nos moves. C'est réciproque qui a des jolies fesses. Sexy. On donne la coupe. Par contre, le Mont Corab il fait peur, gros. Vraiment. On est un peu dans la sauce là, non? 6h42 du matin. Départ pour le Mont Corab. Et qui est la petite pointe là. Quoi? Si. Apparemment on marche tout loin comme ça, on va là-bas. Le mec me dit c'était pas celui-là, pas sûr. 6h42. Départ pour le Mont Corab. Je le vois pas encore. Il est 6h43. Départ pour le Mont Corab. Quelque part par là.